Bonjour chers amis, c'est Hervé Chesville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. Ces jours-ci, la Corse célèbre le 80e anniversaire de sa libération de l'occupation fasciste et nazie. Sur ces ondes et dans mes écrits, j'ai assez souvent dénoncé l'occultation de cet événement, je dirais même son exclusion de l'histoire officielle de la France. Je me suis plusieurs fois élevé contre le mythe de Bayeux, première ville libérée de France, alors que la véritable première ville libérée de France fut Ajaccio, 10 mois avant Bayeux. Événement ô combien remarquable, puisque Ajaccio fut libéré par son peuple, sans appui extérieur, alors que Bayeux n'a pas été libéré par les Français, mais par des troupes alliées débarquées d'Angleterre. Dans mon dernier livre, Caliste et notre terre promise, je suis longuement revenu sur ces événements et sur cette controverse entre l'histoire de la Corse et l'histoire française officielle. Dans le cadre de ce 80e anniversaire, plusieurs événements ont été organisés dans l'île et vont encore être organisés jusqu'au 4 octobre, date de la fin de la lutte pour la libération complète de l'île, avec la prise de Bastia. Pour ma part, j'ai participé à 2 de ces événements jusqu'à présent. Samedi dernier, j'ai assisté à une conférence à la médiathèque municipale de Bastia, autour de la publication d'un livre d'entretien avec un chef de la résistance communiste corse, Léo Miguel, décédé il y a 2 ans déjà. Ce livre s'intitule « En homme libre » et il est paru aux éditions Albiane. Et hier, j'ai passé tout l'après-midi au musée de Bastia afin de visiter la remarquable exposition temporaire intitulée « Corsica 39-45 ». Les Corses et la Deuxième Guerre mondiale. Cette exposition se terminera le 23 décembre prochain et j'encourage donc mes auditeurs, s'ils se trouvent en Corse, à la visiter. Par le nombre d'objets divers et de documents exposés, il s'agit d'une exposition très riche, accompagnée de nombreux panneaux explicatifs, très clairs, qui permettent de mieux comprendre cette sombre période tout en replaçant la situation corse dans son contexte historique européen, méditerranéen et mondial. Tous les événements organisés en Corse pour ce 80e anniversaire sont importants, alors que les protagonistes ont presque tous disparu, hélas. Il est donc urgent de rappeler et d'enseigner aux nouvelles générations ce qui s'est passé en Corse durant ces années terribles. Il convient aussi de souligner la singularité du destin de la Corse avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. En effet, le régime fasciste italien convoitait l'île et, dans les années qui précédèrent la guerre, il ne faisait plus mystère de son ambition d'annexer ce qu'il considérait comme une terre irrédente, c'est-à-dire devant revenir dans le giron de la mère patrie italienne. Puis, à la faveur de l'invasion de la zone libre par l'Allemagne nazie, le 11 novembre 1942, l'Italie a pu occuper la Corse, pavant ainsi la voie à ce dont Mussolini rêvait, c'est-à-dire l'annexion
pure et simple de l'île. Près de 85 000 soldats des forces armées italiennes ont occupé la Corse, ce qui est énorme quand on rapporte ce chiffre à la population corse de l'époque. Le ratio était d'environ 1 soldat pour 3 habitants. La déroute de l'Africa Korps en Afrique du Nord et le débarquement allié en Sicile ont changé la donne pour la Corse et pour les ambitions fascistes. D'une part, quelques reliquats de l'armée allemande défaite en Tunisie sont parvenus à échapper à la capture et à remonter vers le nord par la Sardaigne et la Corse afin de pouvoir rejoindre l'Italie du Nord. Et d'autre part, le débarquement en Sicile a provoqué d'abord le renversement de Mussolini par ses propres amis, puis la signature d'un armistice entre l'Italie et les Alliés, et enfin l'entrée en guerre de l'Italie contre ses anciens alliés allemands. Ce sont ces événements qui ont amené les Corses à se soulever contre l'occupant, avec la neutralité bienveillante d'abord, puis l'appui de l'ancien occupant italien. L'autre singularité, je l'ai déjà souligné, c'est que l'initiative du soulèvement et son déclenchement sont venus des Corses eux-mêmes, contre l'avis des autorités de la France libre. Ajaccio et de nombreuses autres localités furent libérées par les Corses eux-mêmes, bien avant l'arrivée de renforts venus d'Alger. Je voudrais aussi souligner 2 autres particularités concernant ces événements de septembre 1943 qui s'achevèrent avec la libération totale de l'île le 4 octobre. Ces 2 particularités portent sur l'origine de 2 des acteurs majeurs des combats contre l'occupant nazi. L'un de ces protagonistes a été honoré en Corse. Il s'agit du contingent de goumiers marocains qui constituait la majorité des forces françaises libres débarquées en Corse. On ne soulignera jamais assez le courage de ces montagnards que les difficultés du terrain corse n'ont pas fait reculer grâce à l'endurance acquise dans leurs montagnes de l'Atlas. Nombreux sont ceux qui ont été tués lors des combats, en particulier aux 2 cols clés, c'est-à-dire les cols de Santo Stefano et de Tejime. C'est leur sacrifice qui a permis la libération du dernier morceau de terre corse encore occupé, Bastia et son port. Le second protagoniste n'a jamais été honoré en Corse. Son rôle a même été ignoré, voire occulté. Je veux parler de l'armée d'occupation italienne qui, dès le 9 septembre, à Bastia, a livré des combats contre son ex-allié allemand. L'action des Italiens fut très utile, car ils étaient sur place et ils disposaient à la fois du nombre et du matériel. Contrairement aux résistants corses ou aux forces françaises libres, ces dernières ne sont arrivées en Corse que tardivement, à partir du 13 septembre, et au compte-gouttes, du fait des difficultés logistiques rencontrées pour faire passer hommes et matériel depuis Alger. Lorsque François Hollande est venu en Corse à l'occasion du 70e anniversaire de la Libération, en 2013, aucun représentant ou vétéran italien n'avait été convié aux commémorations, contrairement aux Marocains. Pour ma part, je l'ai regretté, car, après les Allemands bien sûr, ce sont les Italiens qui ont compté le plus grand nombre de morts et de blessés durant les combats qui ont permis de libérer la Corse. Les troupes italiennes ont perdu 245 hommes et ont eu 539 blessés et 12 disparus durant ces combats contre les Allemands. Oui, je sais, il s'agit là d'un sujet sensible, car ce sont aussi les Italiens qui ont occupé la Corse en premier, avant les Allemands, dès le 11 novembre 1942, et qui ont ensuite fait la chasse aux patriotes corses et aux résistants, et ce,
jusqu'à l'armistice du 8 septembre, donc bien après la chute de Mussolini. Plusieurs héros de la résistance corse, tels que Fred Scamarone, Pierre Griffi ou Jean Nigoli, ont été sauvagement torturés et exécutés par ces fascistes italiens, tandis que d'autres, comme Dominique Vincetti, trouvèrent une mort héroïque en les combattant, les armes à la main. Au total, ce sont 860 Corses qui furent arrêtés et déportés en Italie. Certains ne sont jamais revenus. Le 30 août, c'est-à-dire plus d'un mois après la chute de Mussolini et 9 jours seulement avant l'armistice avec les Alliés, 3 chefs résistants furent exécutés à Bastia, à la suite d'un jugement expéditif prononcé par un tribunal de guerre fasciste. Mais je reste cependant convaincu que ces odieux forfaits furent l'œuvre des fascistes, en particulier des agents de l'OVRA, la Gestapo italienne. La majorité des troupes d'occupation italienne n'étaient pas composées de fascistes convaincus. La plupart d'ailleurs n'étaient pas fascistes du tout. La plupart des soldats italiens n'avaient pas choisi de s'engager dans l'armée italienne ou de venir en Corse. Et ils n'aspiraient qu'à voir la guerre s'achever afin de pouvoir retourner chez eux en Italie et retrouver la vie civile. La proximité culturelle et linguistique de ces soldats avec la population locale a certainement permis de faciliter les relations entre occupants et occupés, même s'il convient de se souvenir des crimes commis par les fascistes et d'honorer la mémoire des héros corses tombés pour la liberté. La composition des troupes allemandes, beaucoup moins nombreuses que les troupes italiennes, était de nature différente, puisqu'il s'agissait là, pour l'essentiel, de soldats plus aguerris et certainement plus fanatiques, puisqu'ils appartenaient pour partie à la Sturmbrigade Reichsführer SS, de sinistre mémoire. Les Allemands ont subi de lourdes pertes, au moins 1000 tués et 400 prisonniers. Une bonne partie de ces morts repose au cimetière militaire allemand de Bastia, un paisible lieu avec ses vertes pelouses et ses grands arbres, situé au centre d'un quartier populaire au sud de la ville. À titre de comparaison, 160 résistants corses ont perdu la vie, tandis que 300 autres ont été blessés. Les troupes françaises libres ont quant à elles perdu 75 hommes, et elles ont eu 239 blessés et 12 disparus. Ces chiffres incluent, bien sûr, les goumiers marocains. Lundi dernier, je me suis rendu une fois de plus au cimetière militaire musulman de San Fiorenzo, où un grand nombre de ces braves reposent aux côtés de leur officier, le lieutenant Koufran. Au retour, j'ai fait une brève halte au mémorial du col de Tedim, où s'élève un monument en leur mémoire, sur lequel figure un texte bilingue, français et amazigh. En effet, la plupart de ces Marocains étaient des Berbères. Si je tiens à évoquer particulièrement le souvenir de ces soldats venus du Maroc, c'est parce que notre commémoration de la libération de la Corse coïncide, hélas, avec une immense tragédie qui s'est abattue sur le Maroc. Le séisme a principalement touché la partie montagneuse de ce pays, celle-là même d'où venaient les goumiers qui participèrent à la libération de la Corse. Le souvenir de ces valeureux combattants, celui de la présence au Maroc de nombreux Corses autrefois, ainsi que la présence en Corse d'une forte communauté d'origine marocaine, devrait nous inciter à être solidaires avec les victimes du tremblement de terre. Qu'il me soit permis ici de saluer les initiatives qui ont déjà été prises, tant par des personnes privées que par des associations locales. Je sais que la collectivité de Corse va aussi apporter son concours, et j'en suis fier. Ce séisme est survenu
le 8 septembre à 23h11, heure locale. Et sa magnitude s'est élevée à entre 6,8 et 7,2 sur l'échelle de Richter, selon les instituts sismologiques. Il s'agit du plus important tremblement de terre de l'histoire moderne du Maroc. Et le Maroc en a déjà connu plusieurs. On se souviendra en particulier celui qui avait frappé Agadir. L'épicentre de ce séisme est situé dans le Haut-Atlas, à 71,8 km au sud-ouest de Marrakech, dans la commune rurale d'Iguil, dans la province d'Al Haouz, dans la région de Marrakech-Safi. L'hypocentre a été calculé à une profondeur de 12 à 24 km. Le bilan, hélas provisoire, publié le 12 septembre par le ministère de l'Intérieur marocain, faisait état de 2901 morts et 5530 blessés. La majorité des victimes a été recensée dans les provinces d'Al Haouz et de Taroudant. Les secousses ont provoqué d'importants dégâts et l'effondrement de nombreux bâtiments, et elles ont été ressenties dans plusieurs régions du Maroc, ainsi qu'en Espagne, au Portugal et en Algérie. Je profite de cette émission pour me lamenter une fois de plus au sujet de la lamentable politique africaine et nord-africaine des actuelles autorités françaises. Depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, échecs, revers et humiliations se sont accumulés au Mali, au Niger, au Burkina Faso et même au Gabon, pour ne citer que les plus retentissants. La politique nord-africaine n'a pas non plus été une réussite. Entre les grands écarts présidentiels au sujet de l'Algérie, avec des propos allant de la dénonciation du colonialisme comme crime contre l'humanité, jusqu'à la mise en cause de la rente mémorielle que percevrait le pouvoir algérien, et le froid glacial des relations entre Emmanuel Macron et le roi du Maroc, Mohamed VI, on aura connu le pire. Sous les présidents précédents, quand les relations franco-algériennes s'amélioraient, elles se refroidissaient avec le Maroc, et inversement. Sous le président actuel, les relations avec le Maroc sont exécrables, mais on ne peut pas dire qu'elles soient excellentes avec l'Algérie. Bien au contraire. Ce pays est allé jusqu'à interdire le survol de son espace aérien par des avions militaires français qui devaient atterrir au Mali ou au Niger, dans le cadre de l'opération Barkhane, ces dernières années. Ce pays, l'Algérie, est allé, il y a peu, jusqu'à réintroduire un couplet violemment anti-français dans son hymne national. Peut-on imaginer un président ou des officiels français au garde à vous, alors que résonnerait un tel hymne? Les paroles de la Marseillaise sont affreusement sanguinaires, je sais, mais elles ne désignent pas nommément un pays comme ennemi. Je pense que tant que la génération de la guerre d'indépendance est encore au pouvoir à Alger, il ne pourra pas y avoir de relations apaisées, stables et amicales entre la France et l'Algérie. Les autorités françaises auraient donc dû préférer concentrer leurs efforts diplomatiques au Maghreb sur le Maroc et sur la Tunisie, plutôt que de s'exposer continuellement à des camouflets toujours renouvelés de la part des autorités algériennes. Après le tremblement de terre, l'Algérie n'a pas rouvert sa frontière avec le Maroc, fermée depuis 30 ans, et aucune aide algérienne n'est encore parvenue aux victimes marocaines, alors que les deux pays sont voisins. J'espère de tout cœur que les relations franco-marocaines finiront par se réchauffer. Peut-être même que le drame vécu par le peuple marocain et l'élan de solidarité qu'il a suscité en France permettra un tel réchauffement. En tout état de cause,
j'espère que la susceptibilité des uns et des autres, à Rabat comme à Paris, n'entraveront pas cet élan de solidarité. Comment achever cette émission sans dire quelques mots de la tragédie qui vient de frapper un autre pays d'Afrique du Nord, la Libye. Ce pays n'a jamais retrouvé la paix et la stabilité depuis le renversement du dictateur Kadhafi en 2011, lequel renversement avait été soutenu par la France de Nicolas Sarkozy et le Royaume-Uni de Cameron, avec le soutien des États-Unis d'Obama. Les combats entre factions n'ont jamais cessé, faisant toujours davantage de victimes innocentes. Comme si ces malheurs causés par l'homme ne suffisaient pas, le 10 septembre, le nord-est de la Libye a été atteint par la tempête Daniel. Les autorités libyennes ont annoncé que les inondations et les coulées de boue avaient fait plus de 5000 morts et au moins 10 000 disparus, soit davantage de victimes que n'en a fait le terrible séisme marocain. La tempête, après avoir traversé la Méditerranée orientale, a touché le nord de la Cyrénaïque et a provoqué de violentes inondations et coulées de boue dans les villes de Derna, Al-Marj et dans la région du Jebel Akhdar. 2 barrages situés sur l'oued Derna ont été détruits, ce qui a provoqué une crue massive dans la ville de Derna. Plusieurs quartiers de cette ville ont été inondés et de nombreux édifices et ponts ont été détruits. La France a annoncé l'envoi d'un hôpital de campagne. C'est bien. Mais comment intervenir efficacement dans un pays sans pouvoir central depuis 12 ans? La Libye a 2 gouvernements, l'un à Tripoli, l'autre en Cyrénaïque, plus une multitude d'autorités locales plus ou moins indépendantes des 2 gouvernements rivaux. C'est en particulier le cas à Derna, la ville la plus touchée, où les islamistes tiennent le haut du pavé. Dans un tel contexte, comment envoyer de l'aide humanitaire et des volontaires? Avec qui faut-il négocier? Comment s'assurer que l'aide arrivera bien aux survivants qui ont tout perdu? Au moins le Maroc, lui, dispose d'un pouvoir central fort, capable de gérer la venue de l'aide internationale. Malgré tout ce qui précède, j'espère qu'en Corse comme ailleurs, la population et les autorités sauront témoigner de leur solidarité active envers les victimes de ces 2 pays méditerranéens, et donc quasiment voisins, que sont le Maroc et la Libye. C'est sur ces paroles que je vous laisse, chers amis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine.